Le jour où la salle d'exposition de Genève a été inondée de lumière, le nouveau modèle Mercedes, un W210 à la carrosserie lisse comme une onde, a traversé la Seine comme un avion à l'aube. Son coefficient de traînée, 300 centimes au centimètre carré, a été acclamé comme le record de l'histoire automobile, et les 4 yeux d'éclairage qui perçaient le soir de la présentation ont fait scintiller le public comme une constellation d'espoir. Les journalistes, armés de stylos d'or, ont noté l'alliance parfaite du design et de la technologie, tandis que les actionnaires, le regard crispé par les chiffres, voyaient déjà leur portefeuille se gonfler de 200 millions d'euros. Dans la même minute, à la périphérie de Stuttgart, le même véhicule roulait sur la bande de montage d'une petite usine de finition où 17 employés, dont Hans, père de 2 enfants, surveillaient la première bande de peinture. Hans connaissait chaque brossage, chaque séchage, et il gardait précieusement les cartes de son fils, dessinées à la main, au coin de la table de travail. Il n'aurait jamais imaginé que la même éclatante surface qui faisait rêver les critiques serait, dans quelques mois, le premier maillon d'une chaîne qui briserait la confiance d'un monde entier. Les magazines spécialisés, feuilletés à la vitesse d'un virage, ont déversé leurs évaluations. Vitesse maximale de 250 km/h, consommation réduite à 7 litres au 100 km, et une garantie qui promettait un siècle de service sans faute. Les concessionnaires, dès la première semaine, ont affiché des panneaux lumineux annonçant le nouveau symbole de la perfection. Les chiffres de vente, gravés dans les tableaux de bord de l'entreprise, ont bondi de 35%, dépassant les prévisions les plus optimistes. Mais à l'intersection des deux mondes, un murmure a traversé les couloirs du département de recherche. Un technicien, à peine sorti de l'université, a mentionné que la nouvelle couche de peinture, présentée comme une innovation éco-responsable, était en réalité un revêtement à base d'une gomme soluble dans l'eau, développée pour économiser 0,3% de matières premières. Ce détail, noté dans un mémo interne, a été rangé sous le pli « confidentiel ». Aucun représentant des médias n'a reçu ce document, et il n'est jamais revenu dans les communiqués de presse. L'excitation a atteint son paroxysme lorsqu'un chef de produit, lors d'une conférence de presse, a déclaré que la prochaine année serait la plus brillante de l'histoire de Mercedes. Le ton était celui d'un prophète annonçant l'avènement d'un empire incassable, et le public, suspendu à chaque mot, applaudit comme s'il assistait à la naissance d'une légende. Dans les rues de Munich, les premières livraisons ont suscité une joie collective. Les familles déballaient leurs clés comme des trophées. Les taxis, flambant neufs, se pavanaient sous les néons de la ville, promettant des courses sans accroc. Pourtant, quelques jours plus tard, un mécanicien de l'atelier de Werheim a remarqué une légère odeur de métal humide sur le plancher de son garage. Un parfum que personne n'avait jamais senti auparavant. Il a pointé du doigt une petite fissure sur le bas du pare-choc d'un W210 fraîchement sorti d'usine. Un détail que les contrôleurs de qualité avaient laissé passer, convaincus que la robustesse du châssis couvrirait tout défaut. Ce que ces deux mondes, la grandeur des showrooms et la réalité des ateliers, partagent, c'est la promesse d'une fiabilité qui se transforme, sous la pression d'une décision économique, en un piège silencieux. La question qui plane maintenant, loin des applaudissements, est de savoir comment un simple choix de matériaux, né d'une volonté de réduire les coûts, a pu s'immiscer dans le cœur même du véhicule. Une fois le rideau levé sur les premières critiques, les spectateurs se demandent « Que cachait réellement ce revêtement nouveau ? Et pourquoi les ingénieurs, pourtant si sûrs de leur maîtrise, n'ont pas perçu le danger qui grandissait sous leurs yeux. » L'histoire de ce W210 ne s'arrête pas à la gloire des premiers mois. Elle s'apprête à dévoiler le premier craquement d'une structure qui semblait invincible. Et vous, avez-vous déjà vécu la première fois où un symbole de prestige s'est avéré fragile ? Partagez vos souvenirs dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà senti l'ombre d'un défaut derrière l'éclat d'une promesse. Stratégie de survie face à l'ombre d'un concurrent, murmure la voix du narrateur alors que les images se déplacent lentement sur les machines de Stuttgart.
La scène s'ouvre sur une salle de réunion éclairée à la lueur des néons, où des cadres en costume sombre feuillettent des graphiques verts et rouges. Au centre, un tableau blanc porte l'inscription gravée « Réduction du périmètre de coût, 30%. » Le tableau est signé d'une main calligraphiée, celle d'Édouard Rother, le directeur de la division Performance. Il y a dans cette signature la promesse d'une victoire contre le défi que représente le Lexus LS400, le nouveau baromètre du luxe japonais qui, 6 mois plus tôt, avait remporté la première place du meilleur confort de conduite dans le magazine international Auto Review. L'enjeu n'est plus une question de design, mais de survie financière. La direction prévoit que chaque euro économisé se transforme en un pourcentage de part de marché récupéré. La décision de sacrifier la marge de sécurité est présentée comme un acte de bravoure stratégique. Un geste d'audace qui, selon le directeur commercial, maintiendra le prestige du Stern. Le poids de la phrase pèse lourd sur les épaules d'un ingénieur en chef, Alexei Petrov, qui, à cette époque, était encore jeune, les cheveux encore trop longs pour la sécurité du laboratoire. Il se souvient aujourd'hui, dans une interview découpée, du soir où le cahier de bord a été scellé sous le sceau du comité de direction. Nous avions 3 semaines pour réviser le protocole de revêtement, sinon le projet serait arrêté. Petrov raconte comment, durant les veilles silencieuses, les écrans clignotaient de calculs de coûts. La solution qui s'est imposée était une nouvelle résine à base d'acide organique, conçue à l'origine pour les revêtements de panneaux de signalisation routière. Le groupe R&D, sous la pression du KPI, réduction du temps de séchage, 1 jour de moins, a modifié la formule, éliminant les additifs stabilisants qui ralentissaient le processus. Ce raccourci a été présenté comme un miracle de productivité. La couche pouvait être appliquée en 15 minutes au lieu de 45, et la chaîne de montage gagnait 1 heure de temps d'arrêt chaque jour. Le tableau de bord de la production affichait déjà une hausse de 2% de la cadence, un chiffre qui a fait scintiller les yeux des directeurs. Cependant, la même nuit, au niveau du laboratoire, le même savant, le docteur Clemens Huber, a remarqué un phénomène inquiétant. En observant sous le microscope, il a vu des colonies de bactéries, des pseudomonas qui décomposaient les résines organiques, ouvrant des micropores dans le film protecteur. Huber a formulé le rapport sous le titre « Risque microbiologique », mais le document a été rangé dans le tiroir du responsable de la conformité, jugé non critique pour la mise en production. Le chef de la qualité, conscient de l'impact potentiel, a simplement ajouté un commentaire. « Nous surveillerons les taux de corrosion pendant les essais d'endurance. » La phrase, vague et rassurante, a été diffusée aux équipes comme une simple formalité de contrôle. À l'échelle macro, la décision de réduire les coûts s'inscrivait dans un plan plus vaste, celui d'un redressement du chiffre d'affaires qui avait chuté de 10% l'an précédent suite à l'arrivée de marques asiatiques sur le segment premium. La direction a déclaré que la mise en marché du nouveau revêtement serait une réponse décisive à la concurrence, un bouclier contre la perte de part. Sur le terrain, des ouvriers de l'usine de Sindelfingen, qui ont reçu la consigne de changer les bus d'application, ont vu leur poste se transformer en une course contre la montre. Un opérateur, nommé Marcus, se souvient d'avoir travaillé 12 heures d'affilée sans pause, les yeux obligés de scruter le fil d'huile qui s'écoulait. « Chaque goutte compte », répétait le superviseur, alors que les compteurs d'énergie affichaient déjà un dépassement de la capacité prévue. La pression s'est intensifiée quand, à la moitié du trimestre, les premières voitures ont quitté la chaîne avec les nouveaux revêtements. Le département marketing, en pleine préparation d'une campagne télévisée, a reçu les premiers retours des premiers tests de résistance à la corrosion. Sur le papier, le taux de fissuration était inférieur à 5%, un résultat considéré comme acceptable. En réalité, les voitures qui étaient destinées à être livrées aux flottes de taxis à Francfort ont commencé à présenter des taches verdâtres dès la première pluie d'automne. Les conducteurs, dépendants de leur véhicule pour survivre, ont commencé à signaler une perte de puissance de la carrosserie, entraînant des réparations coûteuses non prévues dans leur contrat. Le contraste entre les chiffres de performance de la direction et les vécus des familles de conducteurs devient plus aigu. La famille Schmitt, propriétaire d'un petit garage,
a vu son chiffre d'affaires chuter de 20% en un an, car leurs clients, principalement des chauffeurs de taxi, arrivaient avec des véhicules qui nécessitaient des réparations majeures bien avant la fin de la garantie. La peur de perdre leur subsistance a transformé le garage en un théâtre de désespoir, où chaque appel téléphonique était une promesse de facture impossible à payer. La spirale s'est ensuite enclenchée dans les salles de comité. Un groupe restreint de directeurs a décidé de lancer une série de bulletins internes, codés sous le nom de Projet Saphir, afin de masquer les défauts de revêtement. Ces bulletins contenaient des instructions pour réaligner les tolérances du revêtement sans mentionner la corrosion, et imposer le silence sur les dossiers d'incidents. Ce système de dissimulation a créé une zone grise où la vérité se dissolvait comme le métal sous les gouttes d'eau. Le point d'inflexion survient quand un technicien de la chaîne, encore anonyme, cache un dossier de laboratoire dans son sac à dos après avoir découvert les colonies bactériens. Ce sac, en apparence ordinaire, porte la marque du service de maintenance et contient le cahier rouge, un registre où chaque anomalie est notée à la main. Ce cahier devient le témoin muet d'une décision qui, prise dans le feu de l'urgence, a scellé le destin du modèle. Alors que les responsables continuent à affirmer que les voitures sont prêtes à prendre la route, la réalité s'accumule en dessous, prête à exploser. À ce stade, la tension est telle que le spectateur ressent le frisson d'un secret qui s'apprête à être dévoilé. Mais le véritable mystère n'est pas encore résolu. Que contenait exactement le cahier rouge et pourquoi il a disparu du bureau du directeur de la qualité quelques heures après son ouverture? La réponse se cache dans les premiers instants du prochain chapitre, où les ombres de la chaîne de montage révéleront le premier clignotement d'une avarie qui bouleversera tout. Vous avez déjà entendu parler d'une entreprise qui sacrifie la sécurité pour battre un concurrent? Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez à une situation où l'on a choisi l'économie au détriment du produit. Quelle aurait été votre réaction si vous découvriez qu'une décision de réduction de coûts pouvait menacer la vie de milliers de conducteurs? La décision qui semblait logique, le miracle de la productivité, devint le fil d'Ariane d'une débâcle que personne n'aurait pu anticiper. Au premier étage du bâtiment où s'érigeaient les ateliers de finition, les ingénieurs de la division couleur observaient les premiers échantillons et notaient une courbe de séchage qui s'élevait de 2 à 3 secondes. Le tableau de bord du projet affichait un gain de coût qui, selon les calculs, permettrait de compenser la perte de part de marché engendrée par l'arrivée du concurrent japonais. Dans le même temps, à la sortie de l'usine, les routes de la ville industrielle résonnaient du bruit des camions transportant les carrosseries fraîchement peintes. Là, les techniciens du contrôle qualité, pressés par le rythme effréné imposé par la direction, ne purent pas procéder à l'examen microbiologique complet que la nouvelle formulation exigeait. Au lieu de cela, ils consignèrent dans leur cahier un simple « OK » et firent passer les pièces à la chaîne, convaincus que la durabilité du revêtement était assurée par la composition chimique déjà éprouvée. Ce raccourci fit naître, dans les cuves de peinture, une colonie de micro-organismes que personne n'avait anticipé. La base aqueuse, censée se dissoudre sans laisser de résidus, contenait une petite fraction d'agents de liaison organiques. Sous l'effet de la chaleur du four de séchage, ces molécules devinrent le buffet idéal pour des bactéries du genre Pseudomonas, capables de métaboliser les esters et de libérer des ions corrosifs. En quelques heures, le métal nu se retrouva dépourvu de toute barrière protectrice, exposé à l'air humide de l'hiver germanique. Dans l'atelier de montage, les ingénieurs mécaniques avaient déjà mis au point une suspension à ressort volant, conçue pour absorber les irrégularités du bitume, tout en offrant une sensation de légèreté aux conducteurs de taxi. Le principe était simple. 2 ressorts en acier à haute élasticité, fixés à la carrosserie, devaient vibrer en phase pour neutraliser les chocs. Mais l'absence de revêtement protecteur laissa le métal des points d'ancrage aux prises de l'eau corrosive. Le premier jour où une flotte de taxis parcourait le centre de la capitale, les ressorts commencèrent à se désintégrer. Les vibrations se transformèrent en claquements sourds, les fixations cédèrent et des pièces métalliques s'échappèrent du châssis comme des éclats de verre brisés. À la maison de Kamel, chauffeur de taxi depuis 10 ans, le matin du 15 octobre,
Le moteur de son Mercedes ronronna comme d'habitude, mais la boîte de vitesse grinça d'un bruit inconnu. En franchissant la place principale, un fracas retentit. La porte avant droite, affaiblie par la corrosion interne, s'ouvrit brusquement, projetant une partie du panneau sur le trottoir. Le client, à peine ébranlé, crut que l'accident était le signe d'une malédiction. Kamel, les mains tremblantes, dut appeler le remorquage et payer une facture qu'il n'avait pas prévue dans son budget. Sa famille, qui dépendait de chaque course pour joindre les deux bouts, sentit le poids de la perte se propager comme une vague glacée. Dans les couloirs de la direction, les rapports d'incidents affluaient, chaque note soulignant les coûts de réparation inattendus et le nombre croissant de réclamations sous garantie. Le directeur des opérations, conscient que la réputation de la marque était en train de se fissurer, organisa une réunion d'urgence. Les chefs de département proposèrent de reprendre le processus de finition, d'introduire un nouveau vernis à base de résine époxy, mais les chiffres de l'audit montraient que chaque jour de remise en service signifierait un retard de plusieurs mois, avec des pertes de vente qui menaceraient la viabilité même du projet. Le débat s'enflamma, alors que les techniciens du laboratoire, conscients que la contamination était détectable seulement grâce à un test de culture qui n'avait jamais été commandé, proposèrent d'arrêter la production pour purifier les cuves. L'idée fut accueillie avec un silence lourd, car l'arrêt complet aurait paralysé l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, laissant des centaines de travailleurs inactifs et des partenaires fournisseurs sans commande. La tension monta d'un cran lorsqu'un ingénieur junior, après avoir étudié les données de corrosion, formula une hypothèse audacieuse. La même solution aqueuse utilisée sur la carrosserie pouvait, dans certaines conditions, créer un biofilm protecteur plutôt qu'une faille. Si l'on appliquait un traitement secondaire, les bactéries pourraient être neutralisées, transformant la faiblesse en force. Mais le temps était compté, et la direction, prise entre la peur de l'échec public et la crainte d'un rappel massif, opta pour la discrétion. Ce choix de silencieux fut scellé par un communiqué interne qui, sans mentionner la cause réelle, conseilla aux concessionnaires de renforcer les inspections de finition. Les employés, enlisés dans la routine, continuèrent d'assembler les véhicules, ignorant que chaque boulon vissé pouvait être le point de départ d'un effondrement futur. Les taxis de la ville, pourtant fiers de leur image, commencèrent à être reconnus non plus pour leur élégance, mais pour les bruits étranges qui s'échappaient de leur suspension. Aujourd'hui, les archives des procès-verbaux montrent que la décision de remplacer la couche traditionnelle par la peinture à base d'eau fut prise sous la pression d'un conseil d'administration qui ne mesurait pas l'impact d'une biocorrosion. La question qui reste sans réponse et qui se glisse dans le souffle de chaque mécanicien qui travaille les mains dans la peinture est la suivante. Quelles autres innovations, poussées par la quête du moindre coût, ont déjà infiltré les lignes d'assemblage sans que personne ne voie la première goutte de corrosion se former? Dites-nous ce qui vous semble le plus inquiétant dans cette histoire. Pensez-vous que le risque de réduire les contrôles de qualité vaut la perte de confiance des consommateurs? Partagez votre avis dans les commentaires. Le premier titre qui fit le tour des rédactions européennes n'était pas un simple feu vert pour la communication. Corrosion à l'heure du crépuscule. Un article d'une page qui, d'une traite, exposa un Mercedes stationné sous la pluie du quartier Kreuzberg, son aileron gauche recouvert d'une tache orange qui se propageait comme une tache d'encre. Les photographies en noir et blanc, prises à la lumière vacillante des réverbères, montraient le métal se dissoudre à la surface d'un carrelage mouillé. Le texte, signé d'une plume anonyme, ne se contentait pas de décrire le phénomène. Il insinuait que le problème était déjà présent sur les lignes d'assemblage, que les techniciens de l'usine de Sindelfingen observaient depuis plusieurs mois des gouttelettes qui, au lieu de sécher, s'épaississaient et formaient une fine pellicule rouillée. La phrase qui fit froid dans le dos des cadres était simple. Quelqu'un a vu ce métal tourner en poussière, et personne n'a rien fait. Le hall de l'entreprise, où s'étaient réunis les directeurs de la division peinture, les chefs de la chaîne d'approvisionnement et les responsables qualité, résonna d'un silence lourd. Au cours d'une séance d'urgence, les dirigeants firent circuler un tableau noir, couvert de chiffres qui grimpaient comme un compte à rebours. Le nombre de véhicules vendus diminuait de 3% chaque trimestre.
Les réclamations de garantie s'accéléraient de 12% et les appels au service après-vente augmentaient de 20%. Aucun d'eux ne mentionna la couleur de la tâche, la métaphore du métal qui s'effrite. Pourtant, la salle était envahie par l'idée d'un désastre imminent. Les ingénieurs, les yeux rivés sur leurs écrans, proposèrent une série de mesures correctives. Retarder le lancement de la prochaine série, rappeler les voitures déjà livrées, lancer une campagne de communication rassurante. Mais la direction insista pour garder le problème silencieux, craignant que la divulgation d'un défaut de revêtement ne déchire la confiance construite pendant des décennies. Pendant que les cadres débattaient, l'impact sur le terrain était brutal. Dans le quartier de la ville de Mannheim, un petit groupe de taxis, reconnaissables à leur bandeau jaune, se retrouvait chaque matin à devoir choisir entre reprendre la route ou rester au garage, faute de pièces de rechange disponibles. L'histoire de Marco, cinquantenaire qui faisait le tour du centre-ville depuis 20 ans, illustre la détresse. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à prendre une course à la gare, le phare gauche explosa sous ses yeux, projetant un éclat de verre qui brisa le pare-brise et projeta des éclats sur le tableau de bord. Le véhicule, qui avait parcouru plus de 200 000 km, fut immédiatement mis hors service. Marco perdit une journée complète de gains, mais surtout la certitude que son moyen de subsistance pouvait être mis à mal par une corrosion invisible. Sa femme, qui gérait le compte de la petite entreprise familiale, dut solliciter un prêt pour couvrir la réparation, tandis que leur fille, encore étudiante, se retrouva à devoir partager une chambre avec son frère, faute de revenus suffisants. Le drame de ce seul jour s'achemina à plusieurs centaines d'histoires similaires, chacune gravée dans les dossiers d'un garage qui, à force de recevoir des réclamations, commença à perdre la confiance des assureurs. À ce même moment, le service juridique, sous la pression de la direction, élabora une série de bulletins internes. Ces notes, rédigées avec un ton clinique, conseillaient aux concessionnaires de ne pas mentionner la corrosion dans les conversations avec les clients, de préférer le remplacement partiel du revêtement à l'enquête approfondie. Les bulletins n'étaient jamais rendus publics, mais leur existence fut découverte par un ancien employé qui, après son départ, décida de les transmettre à un journaliste d'investigation. La fuite de ces documents précipita le scandale dans la presse internationale, où les gros titres clamaient « Mercedes, le géant qui rouille ». Le choc fut tel que les actionnaires, réunis dans une salle de conférence haut de gamme, levèrent leur verre à la santé de l'entreprise, sans se rendre compte que leur portefeuille allait se détériorer en même temps que le métal des véhicules qu'ils admiraient. Dans les rues de Berlin, un incident dramatique eut lieu un soir d'octobre, lorsqu'une Mercedes qui venait tout juste d'être récupérée pour une remise à neuf subit une défaillance catastrophique. La porte du conducteur, affaiblie par la corrosion, céda sous la pression d'un vent latéral, projetant le cylindre de verrouillage dans la cabine. Le conducteur, un jeune infirmier en plein service de garde, fut blessé à la hanche et perdit conscience pendant plusieurs minutes. Les témoins, arrêtés par la police, décrivirent le bruit sourd comme un coup de tonnerre, et la scène fut rapidement diffusée par les caméras de surveillance, alimentant les rumeurs d'un « mauvais sort » qui planait sur la gamme. La police, débordée par le nombre d'appels, dut évacuer la rue pendant plus d'1 heure, créant un embouteillage qui paralysa le centre-ville pendant plusieurs heures. Les images de l'accident passèrent en boucle sur les chaînes d'information, déclenchant une vague de colère parmi les usagers qui réclamaient des réponses et des compensations. Le jour suivant, la direction décida de tenir une conférence de presse, mais la salle était remplie de microphones muets, d'un décor minimaliste où le logo Mercedes scintillait derrière un rideau rouge. Le porte-parole, d'une voix posée, déclara que l'entreprise prend très au sérieux les remarques de ses clients, promettant des mesures correctives à court terme, sans toutefois détailler le plan d'action. La réponse, jugée vague, alimenta le sentiment de méfiance. Les journalistes, pressés de questionner la compagnie, furent interrompus par un rappel de sécurité qui les invita à quitter la salle. La scène fut retransmise en direct, montrant le visage impassible du directeur général, tandis que les caméras capturaient les regards interrogateurs des journalistes. Ce silence imposé renforça la perception d'une tentative de dissimulation
et la confiance des consommateurs vacilla comme une horloge dont les aiguilles se désynchronisent. Ce même soir, dans l'atelier de réparation de la ville de Stuttgart, un jeune mécanicien du nom de Lucas, qui venait tout juste de terminer son apprentissage, reçut son premier appel d'urgence. Une flotte de taxis en plein centre avait signalé des fissures dans le châssis, causées par la même corrosion qui rongeait les carrosseries. Lucas se rendit sur place, constata que les pièces métalliques se décomposaient sous la pression des vibrations du moteur et qu'il fallait remplacer des sections entières de la structure. Un travail qui, en temps normal, aurait exigé plusieurs jours. Le temps, cependant, était un luxe que les conducteurs ne pouvaient se permettre. Chaque minute d'immobilisation correspondait à une perte de revenus. Lucas, débordé, fit entrer sa petite équipe dans un balai stressant, tentant de réparer ce que le système avait laissé se détériorer. Ses yeux, fatigués, reflétaient la désillusion d'un artisan qui voyait son métier devenir la vitrine d'un scandale institutionnel. Les familles de ses conducteurs, les femmes qui attendaient le retour du mari, les enfants qui n'avaient pas assez de place pour jouer, toutes furent témoins de la chute d'un géant, ressentant la perte comme si le métal qui rouillait était un symbole de leur propre sécurité en train de se dissoudre. Lorsque la nuit se leva sur les médias, les titres continuèrent de s'accumuler, chacun ajoutant un nouveau morceau au puzzle. Des milliers de véhicules menacés par la même peinture, des clients plongés dans l'incertitude, le système de contrôle qualité d'une légende en crise. Les analystes boursiers, observant les courbes qui s'inversaient, commencèrent à parler de l'effet domino d'une décision de réduction des coûts qui aurait pu être évitée. L'image de la Mercedes, jadis synonyme de perfection, était désormais associée à une défaillance silencieuse, à une vulnérabilité que même les plus ardents défenseurs n'avaient pas anticipée. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, un dossier se traînait dans les archives de l'entreprise, dissimulé sous une pile de rapports techniques. Une série de tests internes, réalisés avant la mise en production, qui pointaient déjà vers la même fragilité du revêtement, mais qui avaient été classés non prioritaires et archivés. Ce document, qui n'est jamais ressorti au grand jour, détient la clé d'un mystère qui reste entier. Pourquoi ces conclusions ont-elles été ignorées ? Qui, dans les couloirs de la fabrique, aurait pu pousser un rappel trop loin ? Et quel secret pourrait encore se cacher derrière les portes que l'on croyait fermées ? Il reste encore un fragment de vérité à découvrir, une pièce manquante qui, une fois mise en place, révélera peut-être pourquoi la décision initiale d'utiliser la nouvelle peinture avait été prise, et ce que les dirigeants craignaient vraiment en la gardant secrète. Mais la réponse se trouve au commencement du prochain segment. Les moteurs de la génération passée ont laissé des empreintes indélébiles dans les rues que nous parcourons aujourd'hui. À chaque virage, la silhouette d'un châssis qui a défié le temps rappelle que la robustesse n'est jamais acquise par hasard, mais par une succession de décisions qui se sont imposées comme des lois invisibles. La version de la berline qui a survécu aux tempêtes de la fin du siècle conserve encore le cœur d'une architecture à la fois précise et généreuse. Un assemblage de pistons et de soupapes qui, lorsqu'ils sont poussés à leurs limites, chantent la même mélodie que les premières machines à vapeur de la révolution industrielle. Mais derrière chaque note, un bruit de frottement persiste, une vibration subtile qui, à l'échelle d'une usine, se traduit par des heures de travail supplémentaires, des nuits passées à recalibrer des capteurs et, à l'échelle d'une ville, par la perte de revenus pour des chauffeurs qui voient leur jour de gagne-pain volé par des pannes répétées. Dans le quartier de Bartenstein, une petite communauté de mécaniciens a vu son quotidien bouleversé par l'apparition de ce modèle réparé. Chaque matin, ils ouvrent les portes d'un garage qui était autrefois un repère de vélos et de tondeuses à gazon. Aujourd'hui, leurs établis sont envahis par des carrosseries aux joints fragiles, des soudures qui craquent sous la moindre pression, et des systèmes électroniques qui, malgré les promesses d'une technologie de pointe, affichent des messages d'erreur comme des cris d'alerte. L'un d'eux, Karl, raconte comment, à 32 ans, il a dû choisir entre un salaire stable et la dignité de réparer un véhicule qui n'aurait jamais dû quitter la chaîne de production. Sa décision a coûté à sa famille une année de vacances à la campagne, mais a laissé dans son cœur la conviction que la vérité technique doit toujours primer sur les pressions économiques. De l'autre côté du continent, les directeurs des grandes chaînes d'approvisionnement examinent les bilans de leurs stocks comme des cartographies du futur.
Les données montrent que les pièces détachées provenant des usines qui ont adopté la nouvelle procédure de revêtement sont désormais marquées d'un code de suivi spécial, un petit chiffre rouge qui indique une probabilité accrue de corrosion. Ce même code, lorsqu'il est agrégé, forme une courbe ascendante qui dépasse les seuils de tolérance habituels, forçant les gestionnaires à réévaluer leurs contrats avec les fournisseurs. L'impact se répercute jusqu'aux investisseurs, qui voient leur portefeuille s'éroder à mesure que la confiance du marché se fragilise, rappelant les tempêtes financières qui ont suivi les bulles technologiques des années 2000. Au niveau macro, les organisations de normalisation prennent conscience que la perte collective d'une confiance industrielle crée des fissures qui, si elles ne sont pas colmatées, pourraient entraîner une régression générale dans l'innovation automobile. Elles sont désormais tenues de réviser les standards de durabilité, d'introduire de nouveaux protocoles de tests biologiques sur les revêtements et même de conseiller les législateurs sur la façon de protéger les consommateurs contre les économies de bout de chaîne qui menacent la sécurité publique. La scène se rapproche ainsi d'un jeu d'échecs, où chaque pion représente un atelier de réparation, chaque tour un consortium industriel, et le roi, la réputation d'un géant mondial qui se doit de rester intact malgré les vents contraires. Parallèlement, les familles qui dépendent de leurs véhicules pour subvenir à leurs besoins ressentent la lourde charge d'un système qui pèse sur leurs épaules. La famille Novak, installée dans une petite ville portuaire, possède une berline qui a survécu à plusieurs hivers rigoureux, mais qui, aujourd'hui, se retrouve immobilisée à 2 km de chez eux, bloquant le travail du père et la scolarité des 2 enfants. La décision de la municipalité de financer un programme de réhabilitation des véhicules anciens en raison de la surcharge du parc automobile montre à quel point la communauté doit absorber les coûts d'erreur qui ont été prises à l'échelle du conseil d'administration. La mère, en silence, regarde les factures s'accumuler, tandis que le frère aîné, étudiant en ingénierie, se promet de ne jamais répéter les raccourcis qui ont conduit à la désintégration du revêtement protecteur. Tout cela converge vers une leçon qui dépasse les frontières de l'industrie et les limites d'une simple automobile. Le passé nous montre que la quête d'une réduction de coûts, lorsqu'elle se fait sans une compréhension globale des interdépendances, peut transformer une merveille technologique en un fardeau pour les générations futures. La responsabilité, alors, ne repose plus uniquement sur les ingénieurs qui conçoivent les pièces, mais sur chaque acteur du réseau économique. Les chefs d'entreprise, les autorités de contrôle, les investisseurs et les consommateurs eux-mêmes. Chacun possède le pouvoir de remettre en question les raccourcis et d'exiger la transparence, même lorsque la promesse d'une performance record brille dans les brochures. Au cœur de ce débat, une question se dessine, prête à se déployer comme un voile sur la prochaine étape du récit. Si la corrosion invisible a pu s'infiltrer dans les fibres d'un métal tant vénéré, quels secrets similaires se cachent aujourd'hui dans les systèmes de conduite autonome qui promettent de changer notre façon de voyager? Une ombre grandit à l'horizon, prête à dévoiler un nouveau défi qui pourrait bien réécrire les règles du jeu pour tous les acteurs du secteur. Vous avez déjà été confronté à un choix entre performance et prudence dans votre quotidien? Partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-nous ce que vous auriez fait si vous aviez eu les clés d'une entreprise en plein bouleversement. Pensez-vous que la transparence peut réellement sauver un géant industriel? Ou bien est-elle simplement un idéal qui s'évanouit devant les exigences du marché?